Alors, c'est un plaisir de te revoir. Et quand j'ai vu le sujet, autant la semaine dernière, je me suis dit, ouais, le SWOT, je sais que c'est un peu bullshit, donc on va en parler. Et là, tu vas nous démonter la pyramide de Maslow. Mais tu veux nous rendre dingue, toi? Non, mais je veux pas la démonter, mais en ce moment, si tu veux, avec la période de confinement, on a tous plus ou moins l'impression de se dire qu'est-ce qui me motive, comment est-ce que je peux prioriser un petit peu mes besoins. Et puis finalement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ressort, un vieux machin qu'on a appris à l'école il y a quelque temps pour certains, et c'est cette fameuse, ou plutôt mystérieuse, je devrais dire, pyramide de Maslow. Alors, peut-être en quelques mots pour ceux qui la connaissent pas ou pour qui c'est un peu lointain, la pyramide de Maslow, c'est une théorie qui a été élaborée en 1940, 43 exactement, par Abraham Maslow, un psychologue américain qui en fait s'intéressait à la motivation des individus. Et Maslow annonce un concept et il dit pour pouvoir expliquer la motivation des individus, il faut pouvoir satisfaire à leurs besoins. Sauf que ces besoins, ils sont hiérarchisés et que tant que tu n'as pas satisfait les besoins de base, tu ne peux pas être motivé par des besoins supérieurs. Et donc Maslow définit 5 grandes catégories de besoins qui doivent être satisfaits successivement. Tu as d'abord les besoins physiologiques, se nourrir, respirer, dormir, puis les besoins de sécurité, recherche d'un environnement stable, d'une bonne santé. Tu vois, on est complètement en plein dedans là en ce moment, hein. Les besoins d'appartenance, recherche d'amour, d'amitié, de relations. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec la Flex TV si ce n'est cultiver du besoin d'appartenance? Les besoins de reconnaissance, ça c'est la strate supérieure, le respect, l'appréciation, l'estime. Et puis alors, pour Maslow, le top du top, le sommet de la pyramide, c'est les besoins d'accomplissement de soi, avec la recherche d'un équilibre, de développement et de sa culture. Donc finalement, si tu veux, dans le contexte dans lequel on est actuellement, la pyramide des besoins de Maslow, elle correspond exactement à un cadre d'explication de ce qu'on pourrait vivre. Sauf que bah ça marche pas. Ah non, mais Didier, mais non, tu peux pas dire ça. Moi, j'étais à fond dedans, je l'ai bien vu, j'ai plongé. J'ai plongé là-dedans, et puis après, je suis remonté. Pourquoi ça marche pas? Alors, d'abord, c'est quand même un vieux truc, hein. Ça a plus de 75 ans. Et si tu veux, dès les années 50, on a mis en place des systèmes d'expérimentation, des protocoles d'observation très concrets dans des entreprises pour justement vérifier comment fonctionnait cette hiérarchisation des besoins. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais pu le vérifier empiriquement. En fait, c'est un beau concept qui fonctionne super bien, ça renvoie à l'imaginaire, c'est très simple, c'est facile à comprendre et c'est pour ça que ça plaît. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que c'est vachement facile à enseigner pour un prof. Et donc, il y a un petit côté séduisant, si tu veux, un petit peu pyramide mystérieuse, qui, je pense, a largement contribué à son succès. Mais on n'a jamais eu de preuve concrète dans la mesure de la réalité que ça pouvait fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fonctionne. La manière avec laquelle nos besoins sont satisfaits répond à d'autres logiques. Par exemple, cette fameuse hiérarchisation. C'est vrai que nous hiérarchisons différents besoins, mais en fait, ça va dépendre beaucoup de chaque individu. Je te donne un exemple. Tu peux avoir des individus qui ont des besoins physiologiques ou de sécurité qui sont très très primaires. Par contre, ils vont avoir un besoin de reconnaissance qui va être très très fort. Et pour eux, ça va être la base. Et à la limite, ces gens-là, ils sont même presque prêts à se priver de pouvoir bouffer pour pouvoir avoir de la reconnaissance. Tu peux avoir aussi une autre hiérarchisation des besoins. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient prêts à renoncer à avoir, par exemple, du sommeil pour pouvoir garder une connexion Internet et garder du lien social. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une hiérarchisation, mais que cette hiérarchisation, elle est beaucoup moins déterministe, elle est beaucoup moins fixée a priori que ce que Maslow pensait. Et puis, il y a un autre problème de fond. Pardon, Benjamin, je t'en prie. Ah non, moi, je t'ai rien dit. Ah, pardon, je pensais que tu m'interpellais sur un point. Non, mais je peux Donc, je disais qu'il y a. t'interpeller. On nous dit sur le chat, l'iPhone 12, alors c'est Yann, l'iPhone 12, il est où dans la pyramide de Maslow, quoi, à ce moment-là, effectivement. Eh ben, ça va dépendre de l'individu, et c'est là où je voulais en venir. C'est que, en fonction de ta propre hiérarchisation, donc tu vas mettre l'iPhone 12 parfois en besoin de base, ou parfois en besoin d'accomplissement, ou en besoin zéro même, hein. Pour certains, c'est pas le problème. Donc, il y a ce premier point. Le deuxième point, il renvoie à des questions donc, de contenu. Les 5 catégories de Maslow, pourquoi pas 6, pourquoi pas 7 et pourquoi pas d'autres catégories. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental et qui, à mon avis, est peut-être beaucoup plus intéressant dans nos débats.
c'est qu'en fait, les êtres humains sont d'abord des individus sociaux. Et le gros problème de la pyramide de Maslow, c'est qu'elle part d'abord de l'individu. Or, les besoins d'un individu, en fait, ils sont énormément conditionnés par rapport au milieu social dans lequel il est, par rapport à son éducation, par rapport à ce qu'il est en train de vivre au quotidien. Autrement dit, tu ne peux pas les définir de manière universelle et tu es obligé de regarder euh, dans ta motivation quelle est la nature de la relation que tu vas avoir aux autres. Autrement dit, le problème de cette pyramide, c'est qu'elle est un petit peu égocentrique, quoi, très focalisée sur un individu. En plus, elle a été élaborée dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte très particulier qui est franchement plus tellement valable pour nous aujourd'hui, quoi. Alors, très intéressant ce que tu dis. Et pourtant, je me suis dit, tiens, on va parler de Maslow et tout. Et en t'entendant parler, j'ai tendu le bras vers ma bibliothèque et j'ai vu un bouquin qui a été édité par le CJD. Je ne sais pas si tu te souviens de ce visuel, qui en fait, alors lui par contre, il est à fond dans la pyramide de Maslow, mais il dit qu'il y a une pyramide et qu'ensuite elle se réouvre sur un besoin de questionnement, d'ouverture, un besoin de recherche d'action, un besoin d'être un acteur impliqué, puis un acteur innovant, et le bout du bout, un entraîneur charismatique. Et là, tu es en train de nous expliquer que ce truc-là, c'est un truc de bobo un peu, du coup. Bah, oui et non. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est peut-être valable pour toi, peut-être que ça te parle, mais c'est certainement pas universel. Et c'est le gros problème de ces théories-là. C'est qu'en fait, ça correspond à ce qu'on appelle des théories de contenu. Elles essayent d'expliquer le comportement d'un individu ou d'un groupe par rapport à un ou deux ou trois facteurs explicatifs. Alors qu'en fait, il faudrait beaucoup plus s'intéresser sur les process, c'est-à-dire quels sont les dispositifs qui vont en fait nous conditionner individuellement et collectivement et qui vont faire en gros qu'on va être motivé ou démotivé. Et tu as d'autres chercheurs qui se sont intéressés à ces sujets-là. Je pense notamment à Herzberg avec sa théorie bifactorielle qui a été élaborée il y a déjà plus de 40 ans, ou qui justement montre, est beaucoup plus subtil dans cette question de la hiérarchisation des besoins. Parce qu'en fait, la pyramide de Maslow, si tu la démontes, et que tu gardes quand même le principe qu'en fait, on est motivé par des critères qui sont extrêmement différents les uns les autres, et qu'à la place d'une pyramide, tu construis ton système de motivation personnelle sur la base d'un radar à 5-6 dimensions, et qu'à partir de là, tu regardes où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu souhaiterais obtenir, tu te rends compte en fait que tu peux avoir un outil extrêmement opérationnel, mais qui ne t'impose pas une hiérarchisation a priori qui dépend en fait de facteurs culturels, historiques et politiques et qui en fait n'ont rien du tout d'universel, sauf peut-être leur côté un petit peu pédagogique, rhétorique, qui, bah, pour le dire un peu autrement, le côté magique qui a un côté faussement rassurant, mais qui en fait est complètement trompeur. C'est pas scientifique.